Bonjour, je vous remercie de m'accueillir. Je ne suis pas, moi, très habituée à ce genre d'exercice, donc je fais appel à votre indulgence. Je vais, par cette exposition, j'ai fait le choix essentiellement de projeter des photos parce que je pense que c'est parlant, essayer d'amener un regard au travers des actions menées par les différentes sages-femmes qui ont pu se relayer d'ailleurs sur ce programme, amener un certain regard sur la condition des femmes Rohingyas dans ce camp de réfugiés de Cox's Bazar. Voilà, tout d'abord, effectivement, un petit récapitulatif de la situation pour bien comprendre. Donc, les Rohingyas sont un groupe ethnique musulman du nord de l'État d'Arakan, au Myanmar, qu'on appelle également la Birmanie, qu'on appelait la Birmanie autrefois. Ils ont été victimes, ils sont toujours victimes d'une loi qui a été promulguée en 82, qui permet la discrimination fondée sur des critères ethniques. Et à ce titre, ils se sont vus confisquer, du coup, tout ce qui était pièces d'identité, permis de résidence, déchus de citoyenneté. Ils ont été rassemblés en ghetto. Quand les enfants naissent, il est impossible de les déclarer à l'état civil. Donc ce sont des enfants qui naissaient sans aucune identité et sans aucun statut administratif. Et il en découlait bien entendu qu'il n'y avait pas d'accès aux soins, encore moins à l'éducation. Donc, face à cette situation, en août 2017, une armée de rebelles Rohingyas s'est attaquée à un poste de frontière. Et derrière, ils ont subi d'énormes représailles de part de l'armée birmane qui ressemblait terriblement à un nettoyage ethnique. L'exode était présente à minima avant, mais du coup, à partir de cet événement, on a vu 1 million de Rohingyas qui arrivaient sur site, près de Cox's Bazar, 1 million sur les 3 millions de personnes que compte l'État d'Arakan. Donc, c'est-à-dire quelque chose, vraiment un exode qui a été massif et qui en a fait le plus grand camp de réfugiés au monde. C'est également un exode qui est massif, qui est venu s'ajouter à une population locale qui était déjà très très importante, puisqu'il y avait, on estime à près à 400 000 personnes, la population de Bangladesh qui vivent sur site. Voilà. Donc le Bangladesh, c'est la partie qui est en blanc sur la diapositive, et le camp de Cox's Bazar, tous ces camps de réfugiés, c'est la langue de terre blanche que l'on voit en bas. Donc soit ils arrivaient par le haut en franchissant des montagnes, soit du coup ce petit bras de mer là que l'on peut voir, qui était aussi une zone de transit. Ils voient aussi leur perspective de retour considérablement réduite parce qu'entre-temps, leurs terres en Birmanie ont été préemptées, ils n'ont pas de papier, ils n'ont plus de terre, et ça en fait d'eux des apatrides. Voilà. Un petit retour sur l'organisation du camp. Alors pour ceux qui ont connu Zaatari, et face aux photos qu'on a vues précédemment, c'est extrêmement différent. Déjà, c'est pas un camp qui est fermé, et donc il n'y a pas de zone d'accueil ou de zone de tri. C'est vraiment les gens traversent la frontière et viennent s'installer au fur et à mesure de manière absolument anarchique sur une zone de collines qui a été déboisée pour fabriquer leurs habitations, qui sont ni plus ni moins des bicoques faites en bambou, essentiellement en sacs de toile de riz. On voit tous les problèmes que ça peut poser, des problèmes de salubrité, les problèmes quand il y a des grosses inondations, ce qui est le cas en période de mousson. Alors quand on voit les photos là, comme en haut à gauche, vous imaginez ce que ça peut donner face à de grosses inondations, des glissements de terrain. Donc aucune sécurité de ce niveau-là. C'est aussi tout un problème de sécurité pour les femmes, parce que contrairement à des camps comme Zaatari où il y avait des sanitaires qui étaient organisés en fonction d'un certain nombre de blocs sur une organisation extrêmement militaire, justement, là il y a de temps en temps des points d'eau, mais il n'y a pas de sanitaire à proprement parler, donc les femmes sont obligées de faire de la route pour aller chercher de l'eau, pour faire une toilette. Par exemple, même en période de règles, où le fait d'avoir ces règles fait que la femme est impure, ne doit pas se laver dans la maison, elle est obligée de sortir, du coup elle sort de nuit parce qu'il y a toujours ce regard de l'autre, l'impureté, mais par contre ça oblige une femme à sortir de nuit pour aller au puits. Et là, règle ou pas règle, je pense que quand il s'agit de viol, il n'y a plus d'impureté qui compte. Voilà. On voit que les bâtiments qui étaient structurés dans ce camp, ce sont ceux de distribution de nourriture. Et puis, comme dans tous ces camps qui se pérennisent, la vie reprend le dessus avec du commerce et puis les jeux des enfants, heureusement.
Voilà. J'ai donc fait 2 missions dans le cadre de ce programme au niveau du Bangladesh. La première, juin 2018, c'était le tout début, et je devais travailler à la mise en place d'une maternité dans le camp 4, qui est un des districts de ce camp, qui n'était pas desservi. Le camp, en fait, est longé par une route bitumée, qui est le long de cette route, c'est essentiellement là que sont positionnés toutes les ONG, parce qu'il y a une accessibilité qui était plus aisée, et puis à l'intérieur il y a juste une piste qui peut mener à d'autres districts, et donc l'installation qui avait été faite dans le camp 4, parce qu'il était un petit peu éloigné des autres, et c'est vrai que ça permettait un recrutement important de population. Il fallait également sensibiliser la population, ça on y reviendra, et puis effectuer un compagnonnage auprès de nos sages-femmes, puisque ce camp allait fonctionner avec des sages-femmes du Bangladesh, des sages-femmes bangladaises, qui étaient toutes jeunes dans tous les sens du terme, puisque les premières promotions sont sorties en 2017, des promotions de sages-femmes formées en 3 ans, qui en faisaient des très jeunes femmes et effectivement peu expérimentées et qui avaient besoin d'être épaulées. Alors les difficultés rencontrées sur cette première mission, ça a tout d'abord été la sensibilisation de la population. Comme je vous l'ai dit, c'est une population qui depuis des décennies n'avait pas accès ni à l'éducation ni aux soins. Donc arriver à faire comprendre à des patientes qu'on était là pour être à leur disposition, les aider, les accompagner, faire du dépistage sur leur grossesse et pouvoir les faire accoucher en sécurité leur semblait extrêmement, extrêmement loin. Donc il a fallu faire un grand travail pour leur faire comprendre qu'on était là dans une démarche de bienveillance et puis qu'on pouvait effectivement avoir accès aux soins. Voilà. L'autre difficulté, c'est qu'au sein de l'équipe de sages-femmes, elles font leurs études en anglais. C'est la langue officielle de l'étude, mais la maîtrise de l'anglais est très différente d'une sage-femme à l'autre. Et c'est vrai que c'était un frein dans la communication. On n'avait du coup pas de traducteur, parce qu'on travaillait, nous, avec les sages-femmes. Mais ce n'était pas toujours très, très simple. Et puis, au niveau des pratiques qui leur étaient enseignées, il y avait des choses qui étaient vraiment à 100 lieues de ce que nous, on peut connaître. Pour la petite histoire et pour les obstétriciens de la salle, par exemple, pour eux, la hauteur utérine correspond à l'âge gestationnel. Donc, quand vous avez 24 de hauteur utérine, vous êtes à 24 semaines, et 32 de hauteur utérine, vous êtes à 32 semaines. Ce qui sont des choses qui, pour nous, ne sont pas du tout le cas. Mais revenir sur des enseignements qui ont été délivrés de manière officielle, c'est un petit peu délicat. Voilà. La première mission, il n'y avait pas de présence H24 sur le camp, parce que pour des questions de sécurité, on nous demandait de quitter les lieux à partir de 15h. Les remplissages de registres, je ne reviens pas là-dessus, mais c'est ce que demande l'ONU, et c'est toujours très très complexe et pas toujours très bien appréhendé par les personnes. Voilà. Et puis l'autre chose, on était en période de Ramadan, donc c'était un travail un peu décousu, pas toujours aussi constructif qu'on aurait voulu, mais c'est comme demander à des gens de venir travailler en France entre Noël et le 1er de l'an. Forcément, tout ne fonctionne pas de la même manière. Il y avait une autre question qui s'était soulevée. L'UNFPA, avec qui on travaillait beaucoup, insistait sur la distribution de kits d'accouchement pour que les femmes, même qui accouchent à domicile, dans leur petite cabane, puissent avoir un minimum de matériel à portée de main. On a quand même soulevé la question des lames de bistouri qui étaient dedans et du devenir de ces lames de bistouri ensuite. Voilà. Et puis, autre difficulté rencontrée, et pas la moindre, c'était le début de la saison des pluies, avec ces fameuses pluies torrentielles dont je vous ai parlé, qui amenaient un gros problème d'accessibilité pour le personnel déjà, et puis également pour les patients, qui des fois devaient marcher longtemps et se retrouver face à des chemins effondrés. Quand on y arrivait, parfois au bout de 3 heures, c'était pour retrouver une maternité qui baignait dans l'eau, y compris ces fameux registres. Concrètement, qu'est-ce qu'on a pu mettre en place? C'était un travail avec les matrones qu'on appelait les TBA, où au départ, il a été convenu finalement de les rémunérer quand elles accompagnaient une patiente pour une consultation et de les rémunérer même un petit peu plus quand elles les accompagnaient pour un accouchement. Voilà, un minimum de suivi clinique des planifications familiales, parce qu'on voyait que les femmes étaient quand même relativement demandeuses de contraception, mais on leur délivrait pilules et injections de progestérone sans la moindre prise de tension, sans le moindre contrôle, et sans non plus avoir noté ce qu'on avait donné ni à quel moment. Donc c'était un peu
un petit peu léger quand même à mon sens. Voilà. Et puis surtout, ça a été un travail important de coordination avec les sages-femmes de l'UNFPA. Elles sont là pour essayer d'harmoniser les différentes maternités du camp, parce que bien entendu, celle-ci n'était pas la seule. Il faut voir que suivant les ONG, on a des nationalités très différentes de présentes, des pratiques qui peuvent être assez différentes. Et elles ont à cœur que les dossiers soient préharmonisés. Il y a des pratiques, on ne fait pas n'importe quoi dans un camp, hein, c'est dirigé un peu comme un petit État ou comme une ville. Et partant de là, il faut que tout le monde travaille de la même manière pour que ça fonctionne bien. Voilà. Et puis pour la petite histoire, j'ai eu la chance de pouvoir aller dans une de ces habitations avec une collègue sage-femme du Bangladesh, à Lima, que l'on voit ici. On a eu de la part d'une matrone l'information qu'une femme venait d'accoucher de jumeaux. Donc on est parti la voir en prenant la petite ambulance. On est tombé sur ces 2 petites jumelles qui, quand même, a priori, n'étaient pas complètement à terme. Donc on s'est empressé de les couvrir d'une couverture parce qu'elles n'avaient rien. Elles étaient allongées dans un simple drap, là, à même le sol en terre battue. Donc on leur a apporté les premiers soins. On peut voir que dans l'unique pièce de la maison, cette femme avait probablement mal au ventre et se rapproche du foyer pour soulager ses tranchées. Voilà, ça a été pour nous malgré tout constructif puisque ça a été l'occasion de préparer un petit kit pour faire face à ce genre d'éventualité de visite à domicile. Deuxième mission, en mars 2019, les choses avaient vraiment changé. Mes objectifs, par contre, étaient très variés. Je suis partie avec une liste entière. C'était une mission de 10 jours, donc il a fallu recentrer. C'était impossible de tout faire. Ce qui semblait prioritaire, c'était de refaire le lien avec les sages-femmes de l'UNFPA, de résoudre le problème de la surcharge des consultations prénatales et surtout de réorganiser, repenser la salle de naissance parce que comme on peut le voir là, c'est quand même pas très ergonomique. Voilà. Bon, sans tout redétailler, ça avait beaucoup évolué. C'est vrai que maintenant, là, on avait une salle d'accouchement qui était en dur, on avait des consultations qui étaient isolées, avec un sanitaire qui était présent, et puis surtout une équipe qui s'était... Oh là là, une équipe de sages-femmes qui s'était vraiment étoffée et surtout un bloc opératoire qui était opérationnel avec des infirmières de bloc qui étaient vraiment au top. Cependant, tout n'a pas été simple encore et notamment dans ce qui était lié, c'était la gestion des consultations et celle des médicaments, puisqu'en fait, dans un premier temps, il était convenu qu'il serait donné aux femmes distribuer les médicaments pour 5 jours de manière à éviter les trafics de médicaments au niveau du camp. Mais il s'avère que les femmes venaient de très loin, parfois faisaient une demi-journée de route, venaient avec des jeunes enfants, et que du coup, revenir tous les 5 jours encombrait la consultation inutilement et était vraiment problématique pour les femmes. Donc il a fallu espacer ces dons de médicaments, avec l'accord, là encore, l'UNFPA de passer à une dotation mensuelle, mais pendant un moment, on s'est retrouvé en rupture de stock, parce qu'on n'avait pas anticipé ces dotations. Ça a été compliqué vis-à-vis même des sages-femmes du Bangladesh, parce qu'elles avaient peur que si on ne délivrait pas les médicaments aux patientes, elles ne viendraient plus les voir, alors qu'on avait commencé à instaurer ce lien de confiance et justement à faire venir les femmes dans un centre de soins. Mais c'était beaucoup sous-tendu par le fait de donner des médicaments. C'est un peu la carotte, tu viens me voir et on te donne des médicaments. C'est beaucoup comme ça que ça fonctionne malheureusement dans ces pays. Et leur faire comprendre qu'on pouvait avoir une offre de soins de qualité sans donner de médicaments, ça stressait beaucoup les patientes et du coup ça stressait beaucoup l'équipe. Voilà. Les problèmes d'hygiène étaient récurrents, les problèmes de promiscuité où on se retrouvait avec des patientes sur des pathologies très différentes, des contextes très différents, par exemple des mamans infectées qui couchaient à côté de celles qui ne l'étaient pas, ou des mamans qui avaient perdu leur enfant et qui devaient cohabiter avec une femme qui venait d'accoucher d'un enfant vivant. Ça faisait partie des problématiques. Voilà. Et puis, comme ça a pu être déjà exprimé, en fait, on avait besoin de l'accord du mari pour beaucoup de choses, et notamment en cas de soins plus poussés et de césarienne. Et ça, c'est quelque chose à laquelle on n'était pas forcément préparé, de demander un accord, ou tout au moins un accord du référent masculin pour pouvoir faire un acte de sauvetage sur une femme ou sur un enfant. Dans les autres difficultés rencontrées, on a eu toutes ces pathologies intercurrentes. C'était beaucoup des pathologies dermato. Là, le peu qu'on a pu voir, la deuxième fois on est allé, il y avait une énorme épidémie de varicelle. Ce qui nous a amené à voir forcément des femmes enceintes porteuses de varicelle et puis des personnels qui étaient du coup malades et qui continuaient à consulter ou qui avaient été malades en période de contagiosité.
des nouveau-nés absolument couverts de vésicules, de varicelles. Et dans tout ça, moi, ce qui m'avait frappé, c'était la méconnaissance des soignants par rapport à l'incompatibilité varicelle et grossesse. Et ils ne se rendaient pas compte que ça allait pouvoir avoir un impact dans les semaines à venir. Là, concrètement encore, on a réorganisé les salles de consultation, les salles de naissance, et puis surtout la gestion de ces médicaments, où on a dédié une salle à la délivrance du médicament et une qui permettait de prendre le temps de vraies consultations, parce que quand on en a 150 par jour, c'est difficile d'être efficace et de faire du vrai dépistage, alors que tout ce qui était de l'ordre de la consultation, du coup, réellement obstétricale, maintenant pouvait prendre le temps, et on a pu approfondir avec les collègues l'intérêt de ce travail-là. Et à nouveau, c'était le travail avec les sages-femmes de l'UNEFPA, faire en sorte que leurs directives, qui étaient directives officielles du camp, puissent être appliquées dans cette maternité. Donc en conclusion, c'est vrai qu'on a vu cette maternité qui progressait. Moi, ce qui m'a frappé malgré tout, c'est que les sages-femmes avaient un énorme dévouement. Je me dis que finalement, cette profession, qu'elle soit exercée dans le monde, fait appel à ces qualités-là. Et ces sages-femmes du Bangladesh accueillaient ces femmes Rohingyas avec beaucoup de dévouement et beaucoup de bienveillance, hein, finalement. On aurait pu penser qu'il pouvait y avoir des tensions, comme c'était le cas justement entre Syriens et Jordaniens, parce qu'il y avait une différence de soins. Mais là, peut-être aussi le fait que cet hôpital officiellement accueille et la population locale et la population de réfugiés faisait qu'on était dans cette bienveillance-là. Ce qui, au final aussi, m'a fait réfléchir à l'issue de cette mission, c'est que j'y allais pour me mettre au service de ces femmes Rohingyas, que j'ai finalement peu eu de contact direct avec elles parce qu'il y a la barrière de la langue. Ce sont des femmes qui parlent très très peu, qui sont extrêmement réservées, qui ont souvent ce regard vide justement. L'étranger peut faire peur. Pour la petite anecdote, moi il y a un jour où j'ai oublié dans un premier temps de me couvrir les cheveux, elle me prenait pour un homme et là ça a été terrible parce qu'on les voyait absolument effrayées. Donc c'est comment se mettre aussi au service d'une population de femmes réfugiées, sans pour autant être en contact direct avec elles, mais justement peut-être s'organiser pour leur apporter la meilleure qualité de soins. Et puis enfin, je finirai sur un hommage à Kanata, qui était notre sage-femme superviseure, une femme extraordinaire, une jeune femme pleine de compétences et d'humanité, et qui, à moins d'un mois après mon départ, la dernière fois, a été mariée contre son gré. Je tenais à lui rendre cet hommage.